Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle est arrivée hier soir en gare de Blois et elle a reçu un accueil digne d'une championne normale. Elle est triple médaillée paralympique. Marie-Amélie Le Fur est rentrée sur ses terres loir-et-chériennes avec ses médailles d'or, d'argent et de bronze. Le succès des drives dans l'agglomération Tourangelle, ils seront bientôt une dizaine. L'expérience a commencé il y a 5 ans et l'idée plaît du côté de la clientèle des supermarchés, Internet plutôt que les rayons et les caddies. Certains ne font désormais leurs courses que par ce biais-là. Le tram à Tours, dans un an, il transportera des voyageurs, mais avant, il reste encore des travaux. Courage, c'est bientôt la fin. Nous ferons le point sur l'avancée du chantier. Bonsoir et merci de nous rejoindre. La gare SNCF de Blois n'a certainement jamais connu une telle influence. Pas moins de 200 personnes pour accueillir une championne. La triple médaillée paralympique Marie-Amélie Le Fur est rentrée hier soir. Il y avait sa famille, ses amis, ses supporters. Retour sur cette soirée avec Romain Delville. De retour dans son Loir-et-Cher natal, Marie-Amélie Le Fur s'attendait à un accueil chaleureux, mais certainement pas d'une telle intensité. Un gros câlin au neveu, les bouquets de fleurs, les embrassades et puis les sollicitations médiatiques. Le bronze à la longueur, l'argent sur 200 mètres, l'or sur 100 mètres, au terme d'un suspense, d'un doute seulement dissipé par son nom en haut du tableau d'affichage. C'est une des images fortes des Jeux de Londres 2012. Je pense que ça rajoute un petit côté positif à la médaille, encore de la joie immense. J'étais vraiment dans le doute, je me suis dit non, on n'est pas encore passé à côté, j'espère avoir réussi. Et quand je vois mon nom, même si les coachs de France me disaient que j'étais en tête, j'avais besoin de voir le nom sur le tableau. Et ça a été un soulagement et après un grand moment de joie que j'ai pu partager tout au long de ce tour d'honneur. La semaine londonienne de Marie-Amélie a fait vibrer les cœurs de ses amis, de ses partenaires de club, mais c'est bien sûr la famille qui détient le record de la corde sensible. La Marseillaise, là je pensais pouvoir la chanter mais j'ai pas pu, c'est pas possible, les larmes sont montées trop vite. Quand c'est votre propre fille, là c'est autre chose. Je pense que c'est des moments forts et je sais pas si on en vivra d'autres dans notre vie, mais là franchement c'était fort. Ouais. Fort en émotion et fort en performance. Pour Cyril Niveau, son entraîneur à la JBO, c'est la détermination d'atteindre le but qui fait de Marie-Amélie la championne qu'elle est. Il y a eu une certaine volonté de réussir, elle n'a jamais rien lâché à l'image du 200 mètres où vraiment c'était pas facile d'aller chercher une médaille. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait pour aller récupérer l'or. Elle a gagné une médaille d'argent qui vaut vraiment de l'or aujourd'hui et c'est vraiment la plus belle récompense, c'est ça. Le temps du repos sportif est maintenant venu pour la Loir-et-Chérienne, sollicitée de toutes parts sur les plateaux télé. C'est qu'en une semaine de jeux à Londres, Marie-Amélie Le Fur est devenue la plus belle ambassadrice du monde handisport. 2 jeunes d'une vingtaine d'années placés en détention provisoire à Tours. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour des faits de violence. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils auraient tabassé à coups de batte de baseball un autre jeune homme. Les faits se sont déroulés rue Bretonneau. La victime faisait monter les membres de sa famille dans son véhicule. Quand les 2 jeunes se sont retrouvés coincés derrière, le ton est alors monté. Un appel à témoins a été lancé. Si vous étiez sur place, si vous avez des photos ou des vidéos, appelez le commissariat de Tours au numéro qui s'est affiché sur votre écran. À Saint-Paterne-Racan, dans le nord de Tours, des parents d'élèves de l'école maternelle se sont rassemblés ce matin devant l'établissement. Ils réclament la création d'un poste. Cela veut dire la création d'une classe. Actuellement, 64 élèves sont inscrits de la petite à la grande section en seulement 2 classes. Ça fait 1 semaine qu'elle pleure tous les matins en venant à l'école. Ça fait 1 semaine qu'elle est terriblement fatiguée le soir à la fin de l'école, mais aussi parce qu'elle dort très mal, du mal à s'endormir le soir, de réveiller très tôt, lié à l'angoisse de venir à l'école dans ces classes surchargées. L'absence d'ouverture était une surprise pour tout le monde puisque les seuils sont atteints, donc normalement il devrait y avoir l'ouverture. Donc en fait la réaction semble un peu tardive, mais elle est logique. Il y a eu des groupes de travail en amont où on attendait justement cette mesure d'ouverture. Rien n'a été fait. Du coup, il est logique que à la fois les enseignants, les parents d'élèves et nous demandions maintenant des audiences pour pouvoir avoir l'ouverture. Les parents d'élèves ont obtenu un rendez-vous à la direction de l'Académie d'Indre-et-Loire cet après-midi. Il y aura bien une création de poste. C'est un remplaçant qui sera affecté. Il devrait arriver d'ici 1 semaine. Économie, on en vient à notre enquête et à ce succès des drives dans l'agglomération Tourangelle. Les drives, ce sont les supermarchés qui vous permettent de commander vos courses sur Internet. Il ne vous reste plus qu'à venir les chercher. On vous les met directement dans votre coffre de voiture. On vous en parle déjà depuis 5 ans. C'est devenu un phénomène. Ils seront bientôt une dizaine dans l'agglo. Mickaël Briffaut.
Les enseignes pour faire ses courses en drive ont fleuri un peu partout sur l'agglomération Tourangelle. Toutes les grandes enseignes sont présentes sur ce marché. Et d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas moins de 9 points de vente de ce genre, dont près de la moitié ont ouvert rien que cette année. Pourtant, il y a encore seulement 4 ans, Chronodrive, c'était l'unique magasin de Touraine à proposer ce genre de service. Depuis 2008, sur le magasin de Tours, nos clients ont testé et ont bien été accueillis, ont trouvé un large choix et au niveau prix s'y sont retrouvés et les concurrents ont souhaité nous copier. Si les implantations de Drive se multiplient sur Tours, c'est surtout que les enseignes veulent à tout prix être présentes sur ce marché en plein développement lié aux nouveaux modes de consommation et d'achat via Internet. Au niveau national, le potentiel de ce marché est estimé à près de 5 milliards d'euros. Au Global France, aujourd'hui, on estime à environ 2% des Français qui font leurs courses en drive. Et sur les années à venir, on estime que ça risque de monter jusqu'à 5%, 7%. Sur la ville de Tours, il y a beaucoup de drive. Et donc, est-ce que le marché est saturé? On peut se poser la question. Pourtant, toujours dans le sud de l'agglomération, un nouveau drive est en construction. Un projet à 3 millions d'euros qui sera intégré à l'enseigne d'Auchan-Chambré. Là, on est en plein sur la RN10, juste à côté de l'hypermarché Auchan, où nous sommes en train de construire un drive depuis 2-3 mois pour une livraison début octobre, donc ouverture aux clients début octobre. Et même avec 3 drives dans ce secteur, pour le directeur, le marché n'est pas saturé car le potentiel est là. Aujourd'hui, une ville comme Chambray qui a 12 000 habitants a aussi 12 000 personnes qui travaillent au quotidien sur la zone. Donc il est clair que quand vous avez débauché, vous voulez aussi rejoindre votre famille assez rapidement. Donc le fait d'avoir un drive à Auchan, Chambray, ça permet de faire gagner du temps et d'améliorer aussi la qualité de vie de nos habitants. Alors le drive du 100% positif, pas si sûr, car si ce nouveau mode de magasin est 5 à 6 fois moins cher à construire qu'un hypermarché, les distributeurs le considèrent comme moins rentable qu'un supermarché dit classique. Notamment en raison de l'importante main-d'œuvre nécessaire pour faire les courses à la place du client. Il faut en moyenne 20 à 30 employés pour faire fonctionner un drive. Le tram de Tours, dans un an, il vous sera possible de voyager avec. Il sera mis en service en septembre prochain, mais il reste encore à finaliser le chantier. Les travaux ont quand même bien avancé. On fait le point sur ce chantier avec Brian Pock. Sur un tronçon de 3,5 km entre le dépôt tram au nord et le haut de l'avenue de l'Europe, les rails sont posés, les caténaires sont en place et les revêtements définitifs sont installés. La ligne est donc prête à accueillir dans un mois les tout premiers essais qui consisteront à effectuer différents tests. Les essais de freinage, de traction, de vitesse et d'endurance. L'objectif, c'est que fin décembre, la rame ait fait suffisamment de kilomètres pour pouvoir être réceptionnée, c'est-à-dire être transférée à l'autorité organisatrice et à l'exploitant pour commencer à former des conducteurs. Avec l'arrivée de la première rame, mercredi dernier, le tramway à Tours se concrétise. Le projet avance et entame sa dernière année de travaux. Même si, visuellement, comme ici au centre de Joué-les-Tours, les travaux prennent encore beaucoup de place, la fin arrive à grands pas. On est très confiant, l'ensemble des équipes et des entreprises, pour arriver à cet objectif. C'est l'objectif, donc de toute façon, il est à atteindre et il sera atteint. Au centre de Joué-les-Tours, la circulation des véhicules devrait reprendre sur les voies définitives d'ici le 14 décembre. Quant à l'avenue de la Tranchée, la circulation définitive se fera déjà mi-novembre. Plus les semaines avancent, plus les barrières disparaîtront progressivement pour laisser à la ville l'occasion de retrouver toutes ses fonctionnalités en avril prochain. En plein cœur du Sanitas, du quartier du Sanitas à Tours, bientôt une pépinière d'entreprise. En son sein, il y aura tout un étage consacré au numérique. Pourront s'y rencontrer des chefs d'entreprise de start-up locales. Auparavant, ils devaient se rendre jusqu'à Paris pour y trouver un réseau. Mickaël Briffaut. L'économie numérique liée au métier d'Internet est l'un des secteurs les plus dynamiques en France. Bien conscient du phénomène pour en être partie prenante, l'association Palo Altour, qui réunit de jeunes entrepreneurs du web, a souhaité la création d'une cantine numérique. Des cantines numériques, il en existe sur Paris, Rennes ou encore Toulouse et ce sont des espaces de travail partagés par différents patrons de start-up. Le but, créer des points d'information et de rencontres consacrés à cette économie numérique. Dans le numérique, il y a énormément de métiers différents et pour pouvoir mener à bien des projets, il est indispensable qu'un certain nombre de compétences se connectent ensemble pour qu'il y ait un succès au final.
Et du coup, cette cantine va permettre de se faire rencontrer les gens qui vont pouvoir travailler ensemble et s'associer sur des projets avec des compétences complémentaires. Et la cantine numérique Tourangelle s'implantera ici, dans le quartier Sanitas. Tout le premier étage de cette pépinière d'entreprise lui sera consacré, soit 230 mètres carrés. Ces locaux tout neufs, créés par TourPlus, devaient justement accueillir un espace de travail partagé. Alors le projet de cantine numérique correspondait tout à fait à ce souhait, avec un petit plus. Tours est déjà positionné en matière de recherche et d'innovation beaucoup sur l'économie numérique. Et on a des talents qui sortent de nos écoles supérieures de commerce, de nos écoles d'ingénieurs, de Polytech Tours par exemple, qui créent des entreprises dans ce secteur. Et donc on souhaite pouvoir les garder à Tours, parce que quand les entreprises grossissent et recrutent, c'est vrai que quand elles sont ancrées ici, quand elles peuvent se développer ici, souvent elles restent et c'est l'objectif. La cantine numérique, qui a l'ambition de s'autofinancer après quelques années de fonctionnement, c'est pour le moment 3 millions d'euros sur 3 ans financés en partie par TourPlus. L'ouverture, quant à elle, est programmée pour fin octobre. Un mot pour vous dire que Bernard Blacard sera bien le nouvel entraîneur du Tours Football Club. Il aurait été confirmé dans ses fonctions cet après-midi par le président Frédéric Sebag. Le club ne confirme pas pour le moment, mais le journal L'Équipe l'affirme. Bernard Blacard a remplacé Peter Zeidler le 21 août après son limogeage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant et on va parler de ce projet de loi qui autorisera bientôt, normalement, le mariage entre personnes de même sexe. Restez avec nous.